Bonjour à tous, il est 7 heures et bienvenue dans Bonjour Omerta. Ce matin, je reçois Claude Cholet pour parler ensemble de la liberté d'expression, des médias et de la gestion des réseaux sociaux en ce début d'année 2026, notamment en réaction à quelques actualités. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commandent à tous les Français libres de continuer le combat là où ils seront et comme ils pourront. Moi, général de Gaulle, j'entreprends ici, en Angleterre, cette tâche nationale. Monsieur Cholet, bonjour, merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Alors on se retrouve en ce début d'année 2026 pour faire un point sur, de manière très large, la liberté d'expression. Comment évolue-t-elle en France, mais aussi dans le monde entier, et notamment par rapport à certaines actualités de ce début d'année 2026. Alors, pour commencer, comment est-ce que vous analysez la récente proposition d'interdiction des réseaux sociaux pour les mineurs en France et peut-être en Europe, c'est en discussion, du point de vue de la liberté justement d'expression et de l'intérêt supérieur de l'enfant? Elle a été votée au Parlement, je ne sais plus si c'est hier ou vendredi, enfin en tout cas, c'est plus une proposition, c'est acté, ça va se faire. Alors ma grand-mère avait l'habitude de dire que l'enfer est pavé de bonnes intentions. Alors qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que sous couvert de quelque chose de positif, on poursuit un autre objectif. Alors, le côté positif, bon, tout le monde voit bien les excès de consommation des réseaux sociaux auprès des adolescents et des enfants en règle générale, y compris d'ailleurs auprès de certains adultes. Quand je me promène dans le métro ou dans la rue et que je vois 90% des gens qui sont fixés sur leur téléphone portable, je me dis qu'il n'y a pas que les enfants, il y a les adultes aussi. Bon, c'est un autre sujet. Alors, si on prend un peu de distance par rapport à tout ça, bon, d'abord, les premiers responsables des enfants, ce n'est pas l'État, ce sont les parents. C'est là, d'abord, c'est une chose qu'on oublie, hein. On dit, ah bah oui, bah c'est bien, c'est formidable. Non, mais la première responsabilité, c'est la responsabilité des parents. C'est aux parents de dire, bah écoute, tu mets pas le feu à la maison, tu ne joues pas avec les allumettes et tu ne passes pas plus de 14 heures par jour sur ton téléphone portable alors que tu as 8 ans. Bon. Donc déjà, c'est une emprise de plus sur la vie privée, sur la vie des familles. Alors, derrière ça, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, ça veut dire déjà que les enfants ont bon dos, hein. Parce qu'en pratique, comment allez-vous prouver que vous êtes un adulte et que vous n'êtes pas, alors je crois que c'est 15 ans. Alors ça veut dire que déjà vous allez vous enregistrer. Alors vous enregistrez auprès de qui et comment? Alors vraisemblablement, vous devrez fournir une photo d'identité pour prouver que vous êtes bien un adulte auprès d'un tiers de confiance. Alors, on ne sait pas encore qui va être ce tiers de confiance. Il y aura une pièce d'identité, mais même sans doute au-delà d'un, peut-être en plus une photo prise par webcam, comme on le fait là en ce moment. Bon, ce qui veut dire qu'en gros, d'une manière ou d'une autre, vous êtes fiché quelque part. Vous êtes fiché où? Vous êtes fiché chez le tiers de confiance. Alors, on nous dit, oui, mais alors, ce tiers de confiance, alors attention, hein, une certitude absolue, il n'aura aucun rapport avec l'État et il ne pourra jamais fournir à quelque organisme que ce soit vos références. Mais c'est une vaste blague, hein. On sait très bien qu'à travers les lois antiterroristes, les autorités auront le droit, d'une manière ou d'une autre, sous couvert d'un risque de trafic de drogue, d'un risque de pédocriminalité, d'un risque d'attentat, d'un risque de terrorisme, d'appel à la haine, tout ce que vous voulez, ils auront le droit, un droit d'intrusion ou un droit d'accès à tous ces registres. Ce qui veut dire que effectivement l'anonymat
qui pouvaient vous protéger dans certains cas, c'est fini. Vous serez fiché. Et je crois que le véritable objectif de cette loi, ce n'est pas la protection des enfants, ça c'est un effet secondaire. Le véritable objectif, c'est une fois de plus de resserrer le filet autour de la liberté d'expression des gens. Parce qu'à partir du moment où vous savez que vous êtes fiché, vous allez quand même faire un petit peu attention. Et l'objectif, c'est quoi? L'objectif, c'est l'autocensure. C'est que des opinions que vous pourriez exprimer qui n'iraient pas tout à fait dans le bon sens, faire tout pour que vous les gardiez pour vous-même. L'autocensure, c'est inodore, incolore et sans saveur. Sans saveur. C'est la meilleure des censures, parce qu'on ne s'en aperçoit pas. Donc, c'est extrêmement inquiétant, mais ce n'est pas surprenant, hélas, mais c'est inquiétant, je dirais que elle est une pierre de plus, ou une maille de plus, plus exactement, une maille de plus dans le filet qui se resserre autour de la liberté, de nos libertés d'expression. Je préfère parler des libertés que de la liberté. La liberté, c'est abstrait. La liberté, par exemple, de manifester, la liberté de s'exprimer sur les réseaux sociaux, la liberté de s'exprimer en public ou en privé, ça, c'est quelque chose de très concret. Et c'est ce qu'on essaye, sinon de supprimer, en tout cas de limiter. C'est le cas en France, mais pas que. Par exemple, en Australie, récemment, on a vu de nombreux comptes de mineurs qui ont carrément été supprimés. Est-ce que vous pensez que ces mesures sont un peu radicales avec cette nouvelle loi qui est passée? Elle va peut-être s'appliquer aussi du coup en France et en Europe. Est-ce que, selon vous, ces mesures du coup peuvent ouvrir aussi la porte à des restrictions du coup plus larges? Comme vous l'avez dit, à la liberté d'expression et à l'expression en ligne. Est-ce que c'est pas un peu radical, la suppression des comptes? Alors, j'avoue que je sais mal ce qui se passe en Australie, c'est vraiment loin, c'est de l'autre côté, aux antipodes au sens strict du terme. Alors, je sais que cette loi a été mise en application, et je ne sais pas très bien comment elle a été mise en application, ni quels en sont les résultats concrets. Mais je pense qu'en Australie, d'ailleurs, comme en France, comme dans d'autres pays, parce que il est vraisemblable que ce genre de mesure, c'est contagieux. Donc, il est vraisemblable que ça va s'étendre et peut-être à l'ensemble de l'Union européenne. On pourra y revenir à travers le DSA, mais c'est un autre sujet. Je crois qu'en Australie, comme en France, il y a des opinions qui n'ont pas droit, je dirais, à être légitimes. Donc, il faut empêcher leur expression d'une manière ou d'une autre. Alors, soit on peut mettre les gens en prison. C'est ce qui se passe, par exemple, en Angleterre. En Angleterre, on ne sait pas assez en France. Il y a une mère de famille, 42 ans, qui a fait 1 an de prison pour un tweet. Elle était condamnée à 2 ans. Alors, elle est sortie au bout d'1 an parce qu'il y a eu quand même des pressions en disant « Ah non, c'est comme… » Pour un tweet, Alors, un tweet qui était, à mon avis, malencontreux et qui était sûrement pas une bonne idée, mais c'était pas, elle a pas mis le feu où que ce soit, elle a pas agressé qui que ce soit. C'était un tweet, c'est quelque chose je dirais, d'informel. Donc, je pense que, Australie, France, Allemagne, Angleterre, sans doute, même combat. Pour les mêmes objectifs et avec les mêmes inquiétudes. Parce que si on regarde la situation des 3 principaux dirigeants en France, que ce soit Emmanuel Macron, en Europe, excusez-moi. Emmanuel Macron en France, le chancelier Merz en Allemagne, Keir Starmer en Angleterre, ils sont tous les 3 dans une situation très difficile sur le plan politique et sur le plan économique. En France, on voit très bien que Emmanuel Macron, il veut durer jusqu'au bout. Donc, allez, encore 15 mois à tenir. Il n'y a pas de budget ou un budget qui vaut pas grand-chose. En Allemagne, on voit que les sondages sont catastrophiques pour les chrétiens démocrates, encore plus pour les sociodémocrates et pour les Verts. Et c'est l'AfD qui monte. Et quand Keir Starmer, c'est le Premier ministre le plus impopulaire depuis 1945. Et si des élections avaient lieu aujourd'hui en Angleterre, c'est Reform de Nigel Farage qui serait sans doute majoritaire. Donc tous les 3, d'une certaine manière, ils sont coincés.
Ils sont coincés, et ils sont inquiets pour l'avenir. Alors qu'est-ce qu'ils font? Ils serrent la vis. Et pour serrer la vis, on essaye de trouver des moyens pour limiter la liberté d'expression. Il était question, à un moment donné, il y a eu la loi Avia, la tentative de la loi Avia sur les réseaux sociaux qui a été reloutée par le Conseil constitutionnel, mais qui est revenu d'une certaine manière par le Digital Services Act. Mais il y a eu un corollaire à un moment donné de la loi Avia, suivant lequel des propos tenus en privé, vous êtes en famille, ou vous êtes avec des amis, vous avez une conversation, vous discutez autour d'un déjeuner ou d'un dîner, et vous prenez des propos qui pourraient être tenus comme politiquement incorrects, ou comme, vous mettez tous les guillemets que vous voulez, comme un discours de haine. Alors dire, par exemple, il y a trop d'immigration en Europe, c'est un discours de haine, tout le monde le sait. Vous pourriez être dénoncé par un des participants, quelqu'un de votre famille qui n'est pas tout à fait d'accord, ou un ami qui n'est pas tout à fait d'accord, qui va téléphoner à un fameux tiers de confiance en disant « Attention, Julie Perron ou Claude Cholet, ils ont tenu tel propos tel jour ». Éventuellement, il enregistre avec son téléphone portable, il n'y a rien de plus facile. Et là, vous allez vous retrouver peut-être devant un tribunal. Alors, on n'en est pas là, mais je dirais que effectivement, ça pourrait arriver, parce que au mois de novembre ou au mois d'octobre de l'année dernière, la présidente de l'Assemblée nationale a fait des déclarations sur les fact-checkers et sur les tiers de confiance au nom du discours contre la haine, et elle a révélé qu'un certain nombre de tiers de confiance allaient être encouragés et même financés par l'Arcom. Et de mémoire, parmi ces tiers de confiance, il y avait le CRIF, SOS Racisme, et un certain nombre d'associations LGBT, QIA+, vous mettez tous les plus que vous voudrez, qui toutes, d'une manière ou d'une autre, ont un engagement politique qui penche soit à gauche, soit du côté libertaire. SOS Racisme, c'est le cache-sexe du Parti socialiste, et les LGBTQ, etc., représentent des minorités contre la majorité. Ces gens-là, c'est officiel, vont être financés par l'Arcom pour fliquer, dénoncer un certain nombre de gens au nom des discours contre la haine. Et là, on revient au DSA, le Digital Services Act de l'Union européenne. Là, c'est pas la France, c'est la totalité de l'Union européenne qui vise ni plus ni moins à censurer les réseaux sociaux. Et le premier visé, c'est X, Twitter. On pense ce qu'on veut d'Elon Musk, on a le droit de dire qu'il est bizarre, il est sans doute bizarre, comme tous les génies. Mais il a permis quand même un peu de liberté sur X que nous n'avions pas auparavant. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il est dans le viseur de l'Union européenne. Tout ça impacte également le monde journalistique, donc côté journalisme maintenant, avec notamment l'augmentation aussi des procès contre certains journalistes ou la pression en continu sur la presse dans divers pays, pas qu'en France. Est-ce que vous estimez que la liberté d'expression des médias est réellement menacée aujourd'hui, peut-être même plus que jamais? Alors, il y a plusieurs aspects. Il y a aussi un aspect économique, parfois. Récemment, le journal satirique La Furia s'est vu retirer l'agrément de la CPPAP, c'est la commission paritaire des papiers de presse, passons sur les détails administratifs, mais c'est la commission qui détermine que vous avez le droit, que automatiquement vous devez être présent en kiosque et dans les maisons de la presse, et vous bénéficiez de certains avantages fiscaux qui sont importants. D'abord, vous avez une TVA à 5,5 au lieu de 20%, et aussi vous avez des tarifs réduits pour la poste. Du jour au lendemain, cette commission a supprimé l'agrément à la Furia. C'était pour les faire taire, mais manifestement. Ça veut dire que eux, ça leur a bouleversé leur équilibre économique. Ils ont failli claquer. Heureusement, ils ont fait ce qu'il fallait sur le plan de la communication. Ils ont eu un certain nombre d'abonnés supplémentaires qui vont leur permettre de survivre. Mais c'est une mesure
purement administrative, qui en théorie n'est pas politique, enfin qui en réalité l'est. Donc on peut aussi, je dirais, vous nuire sur un plan administratif, sur un plan économique. Sur le plan de la censure politique, je dirais que c'est tous les jours, hein, c'est tous les jours sur les réseaux sociaux. C'est l'Arcom également, hein. Alors, je crois qu'on peut penser ce qu'on veut de CNews. Bon, il y a des aspects de CNews qui me plaisent. Incontestablement, ils ont apporté de l'air frais. Il y a un côté parfois un peu trop systématique qui peut déplaire. Mais je crois que CNews, ils en sont à 30 condamnations et à 530 000 euros d'amende. Alors que si on regarde pour non-respect du pluralisme, je sais pas, moi, si on écoute, moi j'écoute France Culture, les informations, je peux vous dire que les informations, le pluralisme sur France Culture, sur les informations de France Culture, et sur France Inter, et sur France Télévisions, il y a sans doute des amendes qui se perdent. Donc là, il y a deux poids, deux mesures. Et puis, bon, derrière ça, vous avez ce qui est plus grave, ce qui est une espèce de pression continue, diffuse contre les fameux discours de haine qui incitent les journalistes à se restreindre eux-mêmes. Et moi, je peux les comprendre. Hein. Si moi, je dois faire un article sur un des 3 I, islam, insécurité, immigration, et puis éventuellement, pourquoi pas, tiens, même des liens entre le premier I, le deuxième I et le troisième I, je vais peut-être avoir des soucis. Bon, si j'ai des soucis, je vais peut-être pas le faire parce que je veux pas avoir de soucis. Je comprends, je veux pas avoir d'ennui. Peut-être que mon rédacteur chef va me dire, quand même, oui, tu comprends, on risque d'une réprimande de l'Arcom ou une amende. Bon, n'écris pas sur ce sujet ou écris différemment. Alors tout ça, ça crée une atmosphère générale où petit à petit, il n'y a pas de journaliste qui soit mis en prison, mais petit à petit, les mailles du filet, et c'est sur votre cerveau que les mailles du filet se resserrent. Alors, on ne vous met pas en tôle, mais votre cerveau est un petit peu emprisonné, donc vous avez tendance à moins vous en servir. Vous pensez que les journalistes vont avoir de plus en plus peur d'exercer finalement librement leur profession ? Peur, je ne sais pas, mais faire attention, oui, faire attention. Je fais attention, je veux pas avoir d'ennui, je veux pas avoir de blond. C'est un petit peu la même chose sur les réseaux sociaux, les DSA, qui dit, les réseaux sociaux sur les discours de haine, vous devez supprimer dans les 48 heures, etc. Là, on s'est aperçu, je crois que c'était sur TikTok, le député Charles Aloncle, qui fait un excellent travail à la commission parlementaire sur l'audiovisuel public, il a fait un post sur, je crois que c'est TikTok, en disant Reporters sans frontières a reçu 700 000 euros de George Soros. Et ça a été supprimé. Ensuite, ils l'ont rétabli. Pourquoi ça a été supprimé ? Parce qu'à un moment donné, vous avez un community manager qui reçoit des trucs et qui dit ça, est-ce que ça peut être un discours ? Est-ce que je pourrais avoir des problèmes ? Ou est-ce que ma société pourrait avoir des problèmes avec ça ? Problème ? Allez, je supprime à titre préventif. C'est même pas forcément politique directement. C'est pas de vague, pas d'ennui, pas d'amende. Alors il y a une pression générale, y compris sur le community manager qui est en bout de ligne, qui supprime un truc parce qu'il veut pas avoir d'ennui avec sa hiérarchie, tout simplement. Et quelles seraient, selon vous, les meilleures protections législatives ou institutionnelles à renforcer pour garantir une liberté éditoriale pour les journalistes face à ces pressions politiques et économiques ? Et est-ce qu'elles sont envisageables ? Il y a du boulot. J'ai pas la panacée où j'appuie sur un bouton et dans 6 mois tout est réglé. Ça, je n'y crois pas trop. Mais il y a des pistes. Supprimer toutes les lois mémorielles. Supprimer la loi Guesso. Supprimer la loi Guesso, qui est député communiste, la loi Taubira, il y en a 3 ou 4 comme ça, la loi Pleven, dite antiraciste. Bon, on supprime toutes ces lois, simplement. Remplacer l'Arcom, qui est devenu un organisme de censure. Je dis bien remplacer, pas supprimer. Je pense qu'il faut qu'il y ait une autorité de régulation. La liberté pure et absolue, ça n'existe pas. Il y a toujours Aristote disait la liberté, c'est de choisir ses propres chaînes. Vous pouvez pas autoriser quelqu'un à appeler au meurtre.
ou dénoncer votre voisin pour pédophilie parce que vous avez un problème de clôture avec lui. Donc, qu'il y ait une régulation, c'est normal, il faut supprimer l'Arcom. C'est 350 personnes, 50 millions d'euros de budget. Je pense qu'avec la moitié de personnes, la moitié de budget et un organisme un peu plus neutre, on pourrait faire un excellent travail. On supprime les lois mémorielles, on supprime l'Arcom et on revoit complètement les aides à la presse. Les aides à la presse, c'est quand même plusieurs centaines de millions d'euros par an. Et en gros, on aide les riches. Qui bénéficie de ces aides? Le premier, c'est Bernard Arnault, qui n'est quand même pas vraiment dans le besoin, avec les Échos, le Parisien et quelques autres. Le deuxième, ça doit être le groupe Le Monde. Le troisième, ça doit être Ouest France, etc., etc. Supprimons ces aides et donnons à chaque foyer fiscal français, je crois qu'il y a 21 millions de foyers fiscaux en France, une enveloppe de 100 euros. Et cette enveloppe de 20 euros, ils la donnent à qui ils veulent. Ils la donnent. Ils la donnent à Omerta, ils peuvent la donner à l'Observateur Journalisme, pourquoi pas. Ils peuvent la donner à Éléments, ils peuvent le donner à CNews, ils peuvent le donner à l'Humanité, ils peuvent le donner à Politis, ils peuvent le donner au service public également, bon, par tranche de 20 euros. Et les gens qui choisissent de ne rien donner, parce que ça peut arriver, ça va automatiquement au service public, parce que je ne suis pas pour la suppression du service public. Je ne suis pas pour la privatisation de la totalité du service public. Et là, on voit la vérité, on voit l'examen fenêtre, on voit qui est soutenu par ses lecteurs. Très bien, on va voir, très bien. Moi, je veux donner à Omerta, je donne 20 euros à Omerta, ou 50. Je veux donner 100 euros au service public, je donne 100 euros au service public. Bon, alors ça implique quand même un changement politique non négligeable, comme vous pouvez l'imaginer. Mais s'il y a des politiques qui m'écoutent, s'il vous plaît, messieurs les politiques, prenez-le en considération quelque part. Très bien, et ben j'espère que le message sera passé. Et pour terminer cet entretien, au-delà des textes et des mesures, quels sont selon vous les grands enjeux structurels, qu'ils soient technologiques, culturels ou géopolitiques, qui détermineront l'avenir de la liberté d'expression à l'échelle mondiale? Disons, là, il faudrait un livre, hein, oui, pour vous répondre. Ben, bon, les enjeux, on les voit. Bon, l'intelligence artificielle, déjà, qui est en train de bouleverser le journalisme. Hein, journalisme écrit, mais aussi le journalisme illustratif, les photos, les dessins, etc. Donc, on en est au début du début. Une certaine oh là là, je vais y arriver, internationalisation quand même des nouvelles. Hein. J'ai vu que par exemple l'Express et Le Point vont avoir une édition en anglais. Pourquoi? Parce qu'ils n'y arrivent plus en France. Ils n'y arrivent plus et le marché n'est plus suffisant. Un déclin du papier qui va continuer. Alors, je ne pense pas du tout que le papier va disparaître, mais qui va continuer à payer un quotidien, en gros, 4 euros ou 3,90 €, un petit peu moins cher, mettons même 2 euros par jour en province, ça fait 50 euros par mois, alors que vous avez des Libération en ce moment propose des abonnements à 3 euros par mois en numérique. Donc, bon, la révolution numérique va continuer. Et je pense qu'en dehors de médias très spécialisés, par exemple pour les collectionneurs, je sais pas moi, les gens qui s'intéressent au train, qui s'intéressent aux voitures, qui s'intéressent aux motos, et qui gardent ce journal physique parce que il y a un aspect collection, c'est le numérique qui va prendre de plus en plus d'importance. Je le regrette personnellement. Moi, je suis de la génération du papier. Je suis abonné au Monde diplomatique depuis très longtemps. Un excellent journal par ailleurs, je le signale, hein, qui n'a rien à voir avec Le Monde. Je le lis plutôt en papier parce que ce sont des articles très longs. Mais bon, j'ai pris l'abonnement papier numérique. Et je n'achète plus aucun quotidien papier. Je les lis tous en numérique. Donc, l'IA, le numérique, les pressions économiques, les pressions politiques, tout ça fait que les journalistes auront du pain sur la planche. Moi, je ne pense pas du tout que le journalisme de qualité disparaîtra. Non, je suis même convaincu du contraire.
Mais il y aura une attrition, qu'on le veuille ou non. Et il y aura aussi de nouveaux médias qui vont apparaître. Vous en êtes un exemple. Omerta est un nouveau média, mais je suis certain qu'il y en aura d'autres qui apparaîtront. Allez, place au mouvement, place à la vie. Eh ben, Monsieur Chollet, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui et de nous avoir partagé votre expertise. Et puis on espère vous revoir très prochainement sur la chaîne d'Omerta. Merci Jolie, bonne journée. Et merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à lundi pour une nouvelle thématique avec un nouvel invité. En attendant, je vous souhaite à tous un excellent week-end. À lundi!